Je vais vous parler de la construction d'images de trous noirs. J'avais mis un sous-titre de l'ordinateur au télescope. Alors on va d'ailleurs commencer par le télescope, on va faire un retour en arrière sur les ordinateurs et puis déconstruire la reconstruction d'images réalisées par les télescopes. Bon, les deux images de gauche sont des simulations numériques très antérieures à l'obtention de la première image de droite. Alors commençons précisément par ces images télescopiques, puisque vous êtes inscrit à Time World, c'est que vous suivez les développements de toutes sciences confondues, et vous avez certainement été interpellé et peut-être fasciné par ces deux images, appelées premières images télescopiques de trous noirs, publié à grand renfort de publicité mondiale. Ça fait plaisir pour une fois qu'effectivement une information scientifique faisait la une des magazines du monde entier, pour dire que le trou noir est un objet fantasmatique un peu particulier, avec donc la première image délivrée le 10 avril 2019 d'un trou noir supermassif situé au centre d'une galaxie lointaine, Messier 87. Pour désigner le trou noir central, on met une petite étoile, même si les trous noirs ne sont pas forcément des étoiles. Donc M87 étoiles. Et puis beaucoup plus récemment, le 19 mai dernier, notre trou noir à nous, le trou noir galactique, situé donc au centre de la Voie lactée, qui porte le nom de Sagittarius A étoile. Alors quand on parle déjà d'image télescopique de trou noir, c'est une forme d'oxymore, puisque je rappelle que la définition même d'un trou noir, c'est un objet totalement invisible, puisque c'est une concentration de matière et d'énergie telle qu'il crée un champ gravitationnel qui va capturer la matière et la lumière. Donc la lumière ne sort pas, d'où l'appellation de trou noir. Ce sont véritablement des pièges gravitationnels de matière, énergie, lumière et même donc information. Sur le versant astrophysique, alors de quoi s'agit-il, ces images-là, sur lesquelles je vais effectivement vous expliquer la reconstitution de ces images? C'est un zoom extraordinaire qui a été fait sur deux centres de galaxies dont je viens de parler. Vous voyez à gauche une reconstitution d'à quoi pourrait ressembler notre propre galaxie, la Voie lactée, vue de face par des astronomes extraterrestres peut-être, qui prennent ce genre de cliché, qui est une galaxie de type spirale. Et puis à droite, vous avez une galaxie beaucoup plus lointaine et beaucoup plus massive, qu'on appelle une galaxie elliptique géante, donc c'est pas une galaxie spirale. Et au centre de ces deux galaxies, on soupçonne depuis quelques décennies la présence d'un objet compact et invisible au centre de ces galaxies, et donc l'objet de ce que j'en vais vous parler, la reconstitution de ces images télescopiques, est précisément donc de traquer ces régions centrales à une échelle de résolution évidemment très très inférieure à la petite croix rouge que j'ai montrée. Il y a des vidéos impressionnantes que l'on trouve sur le net où on fait effectivement par une succession d'images astronomiques obtenues par différents instruments au cours de décennies, on fait un zoom extraordinaire en partant par exemple d'une image comme celle de droite, et puis on va plonger progressivement dans le cœur de la galaxie. Les trous noirs donc sont une prédiction incontournable de la théorie de la relativité. Je rappelle brièvement que la théorie prédit l'existence de trous noirs de tailles très diverses. La majorité des trous noirs sont des trous noirs dits stellaires parce qu'ils sont formés par l'effondrement gravitationnel d'étoiles massives. Donc ça veut dire que leurs masses sont des masses stellaires, ne dépassant guère 50 ou 60 fois la masse du Soleil. Leur taille, il y a une formule très simple qui s'appelle la formule de Schwarzschild, qui lie la taille ou le diamètre d'un trou noir à sa masse. Et donc, pour les trous noirs stellaires, les tailles de ces trous noirs donc, sont à peine de quelques dizaines de kilomètres. Mais la formule étant une loi de proportionnalité, si vous multipliez la masse de trous noirs par 1 million ou 1 milliard, les tailles des trous noirs sont augmentées d'autant. Or, précisément, au-delà de la découverte de ces trous noirs stellaires, il y a, depuis quelques décennies, le soupçon très très fort, il y avait le soupçon très très fort qu'il existait également toute une génération de trous noirs géants, c'est-à-dire de masse non stellaire, dépassant le million et voire
le milliard de fois la masse du Soleil, qui eux se trouveraient non pas dans le reste de la galaxie, là où se trouvent les étoiles, mais se trouveraient au centre des galaxies. Et parmi les innombrables candidats, puisqu'on pense qu'il doit y avoir une centaine de milliards de trous noirs supermassifs dans l'univers, c'est-à-dire pratiquement autant que de galaxies massives, parmi les deux candidats les plus proches, comme on va le voir, il y avait donc les candidats au centre de notre galaxie et de cette galaxie plus lointaine, Messier 87. Les masses de ces trous noirs, bien avant les images télescopiques, elles étaient inférées à partir de la dynamique des étoiles qui tournent autour des centres de gravité de ces galaxies. Et j'y reviendrai brièvement. Et donc la masse du trou noir galactique était estimée à 4 millions de fois la masse du Soleil, avec cette formule de proportionnalité très simple. Ça correspond à un diamètre de 25 millions de kilomètres, tandis que la masse estimée toujours par ces arguments de dynamique stellaire de Messier 87 était 1500 fois plus grande, 6 milliards de fois la masse du Soleil. Et donc un diamètre équivalent de 40 milliards de kilomètres. Là, si vous commencez à placer ce type d'objet dans notre système solaire, il englobe les orbites de Neptune, donc des trous noirs absolument géants qui seraient capables d'absorber et de gober comme des mouches des étoiles entières. Voilà donc. Alors qu'est-ce que ça veut dire également la taille et la masse d'un trou noir, c'est clair. Quand on parle de diamètre, en fait, c'est quoi la surface d'un trou noir? Ça s'appelle un horizon des événements, pour bien signifier le fait que tous les événements, les points d'espace-temps qui sont dans le puits de gravitation, pour tout observateur extérieur, sont inaccessibles à l'observation. Donc c'est caché derrière un horizon des événements. Et c'est ça la définition d'un trou noir. Il y a souvent une confusion qui est répandue dans le public, souvent d'ailleurs par la vulgarisation, qu'un trou noir c'est une singularité. C'est-à-dire un nœud de l'espace-temps où tout s'effondre et tout devient infini. Sauf pas ça du tout. La bonne définition d'un trou noir, c'est une formation d'une zone de non-retour qu'on appelle un horizon des événements. Après, ce qui se passe au-delà de l'horizon des événements peut être l'occurrence d'une singularité, qui est en fait une absurdité physique que les théories modernes de gravitation quantique veulent éliminer, n'affecte absolument pas la formation d'un horizon des événements. Et c'est ça la réelle définition des trous noirs. Alors donc, comme vous le savez, les trous noirs sont une conséquence, je répète, incontournable de la théorie d'Einstein, même si Einstein lui-même a toute sa vie à résister à cette idée-là, de même qu'il avait d'ailleurs résisté à l'idée d'un univers en expansion et à certaines interprétations de la physique quantique. Donc il est intéressant de voir comment le père génial de théorie de la relativité générale, qui avait contribué également à l'élaboration de la physique quantique, rejetait certaines finalement des conséquences les plus intéressantes de ces théories. Le sujet a pris énormément d'ampleur seulement à partir des années 1960 avec une école de physiciens théoriciens, essentiellement à Cambridge en Angleterre et puis à Princeton aux États-Unis, qui ont donné corps à ce qu'on appelle la physique des trous noirs. Et c'est l'époque également, les années 70, j'y reviendrai brièvement avec mes modestes propres travaux, l'époque où on a commencé à avoir des moyens instrumentaux pour sélectionner ce qu'on va appeler des candidats trous noirs, c'est-à-dire des signatures très indirectes de ces objets invisibles directement. Et les trous noirs sont devenus, avec le Big Bang et la vie extraterrestre, les trois sujets favoris du grand public, parce qu'effectivement, ce sont des objets fascinants, encore mal compris, très mystérieux, et qui soulèvent plein de questions. Et je rappelle donc que, un petit peu, le couronnement de cette affaire, provisoire bien entendu, c'est l'attribution donc récente, le prix Nobel de physique 2020, à des chercheurs qui ont apporté leur contribution. Alors à gauche, vous reconnaîtrez, j'espère, Roger Penrose, ce génial théoricien qui, dans la fin des années 60, avait prédit l'occurrence inévitable de la formation des trous noirs dans la théorie de la relativité générale classique, avec par la suite son élève Stephen Hawking qui avait également pris le relais. Et puis à gauche, vous avez deux astronomes. Alors à gauche, vous avez la partie purement théorique, et puis à droite, vous avez la partie astronomique, puisque deux astronomes ont été sélectionnés pour le prix Nobel parmi les dizaines qui avaient travaillé dessus. Richard Genzel et Andrea Ghez, un Allemand et une Américaine, pour faire l'équilibre entre les deux continents, qui eux s'étaient évertués depuis 2-3 décennies à traquer précisément les trous noirs putatifs au centre galactique, dans le centre galactique, en observant des vitesses d'étoiles qui paraissaient anormalement élevées si l'on
on ne faisait pas l'hypothèse d'un corps obscur central qui accélérait les mouvements de ces étoiles. Alors pour en revenir à Sagittarius A et Messier 87, c'est un petit montage. En fait, les deux galaxies qui les abritent sont à des distances extrêmement différentes. Sagittarius A, c'est notre trou noir galactique, donc c'est le plus proche trou noir supermassif. Il est à 27 000 années-lumière. Messier 87 est beaucoup plus loin, il est à 55 millions d'années-lumière. Mais il se trouve que leur taille apparente sur le ciel sont du même ordre, puisque en fait les diamètres de ces trous noirs, j'en ai parlé, sont extraordinairement différents parce que les masses sont différentes et les deux phénomènes se compensent, c'est-à-dire que les diamètres apparents de ces trous noirs et de la structure lumineuse qui les entoure, sur laquelle évidemment je vais surtout parler de la structure lumineuse et pas du trou noir lui-même, donc sont visibles depuis la Terre. Et c'est un diamètre apparent qui se mesure en micro-arc seconde, c'est-à-dire en millionième de seconde d'arc, quelque chose d'incroyablement fin, c'est de l'ordre de 35 micro-arc seconde. C'est l'équivalent de la taille apparente d'une pomme que vous poseriez sur la Lune. A priori, ce genre de choses est absolument inaccessible au télescope, sauf en tout cas au télescope optique et dans la plupart des domaines de longueur d'onde. Mais en fait, la résolution angulaire d'un télescope, permettant d'accéder éventuellement à une finesse de vue de l'ordre de quelques dizaines de micro-arcs secondes, elle est proportionnelle à l'ouverture, c'est-à-dire à la taille du télescope, d'une part. C'est logique, hein. Plus subtilement, elle est également inversement proportionnelle à la longueur d'onde d'observation. Et donc, dans le domaine optique, il est hors de question, dans un domaine de longueur d'onde, il est hors de question d'atteindre cette résolution angulaire qui est de l'ordre de 2000 fois supérieure à la résolution angulaire des meilleurs télescopes optiques spatiaux, comme le télescope spatial Hubble et le futur le télescope James Webb. Donc, c'est hors d'atteinte des télescopes optiques. En revanche, en baissant la longueur d'onde, on va améliorer la résolution. Et il se trouve que, alors d'une part, quand on va descendre dans les ondes radio et dans la partie de la gamme des ondes radio qu'on appelle millimétriques, c'est-à-dire les longueurs d'onde de l'ordre du millimètre, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les centres galactiques, ils sont transparents aux ondes millimétriques. Parce que même si on avait des télescopes optiques incroyablement développés, on n'observerait pas les centres galactiques qui sont cachés par des poussières. Et les poussières absorbent la lumière optique ordinaire. En revanche, le rayonnement millimétrique n'est pas absorbé par les poussières, d'une part. Et d'autre part, eh bien, les astronomes, des radioastronomes travaillant dans cette gamme de longueur d'onde avaient calculé qu'un réseau, alors VLBI ça veut dire Very Large Baseline Interferometry, c'est-à-dire interférométrie à très longue base, un réseau de 10 000 km de taille, c'est l'ouverture du télescope, la taille du télescope, et fonctionnant à une longueur d'onde de 1,3 mm, donc on est bien dans l'astronomie millimétrique, peut résoudre théoriquement 25 micro-arcs secondes, l'équivalent d'une pièce d'1 € sur la Lune. Alors ça c'est bien beau, après il faut techniquement mettre en œuvre ce genre de choses, et donc ça a été le projet de l'Event Horizon Telescope qui a démarré au début des années 2000 et qui a consisté donc à mettre en réseau interférométrique un ensemble de 8 radiotélescopes allant de l'Antarctique aux îles Hawaï en passant par le Chili, les États-Unis et les radiotélescopes européens qui ont fait ce travail. Alors, assez brièvement, donc, quand on parle de reconstitution, enfin, d'une image télescopique, vous imaginez bien que on n'a pas une photographie qui a été prise individuellement par chacun de ces radiotélescopes. On avait des données, des pixels d'information recueillis par chacun de ces instruments. Il a fallu un énorme travail de reconstruction d'images. C'est bien le sujet du colloque Time World, hein, comment on construit les choses. Une reconstruction d'images, donc en abrégé. Donc ici, vous avez les 8 radiotélescopes qui étaient impliqués dans cette affaire-là. Les premières observations ont eu lieu en avril 2017, pendant 5 jours. Les observations à la fois de ces deux cibles, les seules cibles en fait pour l'instant
correspondant à la résolution permise. Hein. C'était Sagittarius à étoile et Messier 87. Donc les deux objets ont été observés durant 5 jours en avril 2017. Le réseau, il était construit depuis presque 20 ans, mais il fallait une coïncidence, enfin, il fallait un ensemble de circonstances pour arriver à réunir pendant 5 jours d'affilée le temps de télescope, réserver du temps de télescope sur chacun de ces télescopes qui par ailleurs sont extrêmement demandés pour d'autres types d'observations, avoir également des journées pas trop chargées en pluie. C'est pas que tellement la couverture nuageuse qui gêne en radioastronomie, c'est plutôt les longueurs d'onde associées aux molécules d'eau qui perturbent en fait le rayonnement millimétrique. Donc il fallait qu'il ne pleuve pas trop sur 8 points complètement différents du globe. Enfin, il a fallu attendre 2017 pour avoir ces circonstances qui sont réunies. Donc il y a eu une masse absolument prodigieuse de données qui ont été réunies, qui se mesurent en plusieurs pétabits. Pour ceux qui connaissent cette unité, ça vous donne une idée, c'est probablement la plus grande masse d'informations scientifiques qui a été recueillie dans toute l'histoire des sciences, toutes sciences confondues. L'une des raisons, c'est parce que chacun des instruments observant pendant 4 jours, pour synchroniser, pour arriver à reconstituer une image interférométrique, il fallait que tout soit calibré par des horloges atomiques au 10 milliardième de seconde près. Donc il y avait une donnée était acquise par chacun des 8 radiotélescopes, chaque 10 milliardième de seconde, ce qui a fait donc pendant 4 jours d'affilée une masse absolument gigantesque de données qu'il a fallu après reconstituer grâce donc à des calculs sur 2 supercalculateurs. Qui était l'un aux États-Unis et l'un qui était en Allemagne. Donc, brièvement, à droite, vous voyez voilà, les différents lieux. Les données étaient inscrites, n'auraient pas pu transiter par le réseau web parce que ça aurait saturé totalement le réseau web. Donc, les données ont été chargées sur des disques durs qui ont été acheminés par avion dans ces centres donc, de calcul pour finalement délivrer donc, ces 2 images. Bon, alors maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc je reviens sur ces 2 images que je vous ai montrées. Alors, a priori, on se dit, si on connaît un petit peu les bases des trous noirs, on se dit, c'est pas le trou noir vraiment que l'on voit, c'est une structure lumineuse qu'il y a autour, et structure lumineuse, ça fait penser à ce qu'on appelle les disques d'accrétion, c'est-à-dire ces gigantesques structures de gaz en rotation autour d'un trou noir qui sont lumineuses, et donc dire voir l'image d'un trou noir, ça consiste à voir en projection une zone noire qui représenterait le trou noir lui-même, éclairée d'une certaine manière ou superposée à un fond lumineux, enfin qui est en fait le disque autour de lui. Donc a priori, si on fait ce décodage qui semble évident, eh bien, on a au centre la zone noire, ça va représenter le trou noir lui-même, donc l'horizon des événements, et autour le disque d'accrétion. Alors comme vous allez voir, les choses ne sont pas si évidentes que ça, même si ça a souvent été présenté de cette manière-là. Alors c'est intéressant parce que hier, il y avait une intervention d'Étienne Klein, toujours très intéressante, qui disait que il faut toujours une grille de lecture pour interpréter évidemment des images, surtout des images reconstruites avec de tels algorithmes extrêmement compliqués. Et si on donnait les informations à ce qu'on en croit être l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en fait des algorithmes, les algorithmes auraient dit effectivement ça, c'est-à-dire au centre c'est l'horizon des événements et autour c'est le disque d'accrétion. Bon, vous allez voir que les choses sont un peu plus subtiles et plus intéressantes que cela. Alors tout ça nous amène justement à revenir en arrière sur les premières simulations numériques. Et on va s'interroger. Donc voir un trou noir, ça veut dire voir l'ombre d'un trou noir, c'est-à-dire la partie absolument noire, qui va se projeter sur un environnement lumineux. Alors, comme les trous noirs sont devenus un des sujets favoris de la vulgarisation scientifique, on a beaucoup de vues d'artistes qui font les couvertures de magazines de vulgarisation. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit ces choses-là. On voit un tourbillon de gaz autour d'une sphère noire. Voilà. C'est totalement faux, c'est peut-être joli à l'œil, mais c'est totalement faux parce que ça ne tient évidemment pas compte des lois de la relativité générale et de la courbure de l'espace-temps qui vont déformer les images. Donc, en grand retour en arrière, un peu plus de 40 ans, jeune chercheur à l'Observatoire de Paris, je commence à m'intéresser à ce sujet des trous noirs.
simplement pour la partie fascinante des distorsions d'espace et de temps et des mirages que cela crée. Et donc, sur l'inspiration de mon directeur de thèse de l'époque, qui s'appelle Brandon Carter, auquel d'ailleurs la semaine prochaine un colloque en hommage à son 80e anniversaire va être consacré à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous ne pourrez pas y assister parce que c'est un colloque uniquement pour spécialistes. Mais bon, donc c'est Brandon Carter qui m'a suggéré de calculer pour la première fois à quoi ressemblerait vraiment un trou noir entouré d'un disque d'accrétion, mais en tenant compte réellement des lois de la relativité générale. Et donc vous le savez peut-être, c'est le travail que j'ai fait en 1978 avec cette publication qui date de janvier 1979, image d'un trou noir sphérique entouré d'un disque d'accrétion mince, avec l'image qui est la dernière page, si vous avez la première page et la dernière page, avec entre les deux, toutes les pages avec tous les détails techniques. Alors, brièvement, hein, comment j'ai construit cette image. Alors tout d'abord, je me suis interrogé sur la taille du trou noir lui-même. Eh bien, en fait, donc ça c'est un extrait de cet article-là. En fait, la focalisation, le mirage gravitationnel créé par le trou noir fait que la taille apparente de l'horizon des événements lui-même va être agrandie d'un certain facteur que j'avais calculé à l'époque. C'est un facteur racine de 27 sur 2, c'est-à-dire à peu près 2,6. Voilà. Donc, par exemple, hein, si vous éclairez donc un trou noir par différentes sources de lumière, le retour que vous en aurez, c'est une sphère noire qui est 2,6 fois plus grande. Voilà, ça agrandit les choses. Premièrement. Alors ensuite, il fallait donc passer au calcul. Alors avant le calcul, Étienne Klein aussi en a parlé hier. C'est toujours bon de faire des expériences de pensée avant de se lancer dans un calcul compliqué, technique. Et donc j'avais fait déjà à l'époque aussi une forme d'expérience de pensée où j'avais déjà imaginé, géométriquement en fait, hein, tout simplement, à quoi devrait ressembler, à quoi devrait aboutir le calcul une fois que j'aurai écrit les équations, en pensant à, si vous mettez Saturne entouré d'anneaux, vous avez une partie des anneaux qui sont cachés derrière le disque de Saturne. Et puis l'expérience de pensée, heureusement géométrique assez simple, me disait qu'en raison de la courbure de l'espace-temps, si vous mettez un trou noir à la place de Saturne, la totalité de l'anneau sera visible parce que vous aurez des déformations d'image. Bien. Donc une fois que j'avais cette expérience de pensée, il fallait passer donc au travail lui-même. Donc 4 étapes essentielles. Intégration des trajectoires des rayons lumineux dans la métrique d'espace-temps décrivant l'environnement d'un trou noir statique, on appelle la métrique de Schwarzschild. Ensuite, chercher un modèle de disque d'accrétion mince, un modèle relativiste tenant compte de toutes les propriétés à la fois physiques et mathématiques de ce disque d'accrétion, tenir compte d'un ensemble de phénomènes supplémentaires qui vont introduire des décalages spectraux, essentiellement le décalage vers le rouge Einstein dû au fait que la lumière a du mal à sortir dans le champ de gravitation dans lequel elle va être décalée vers le rouge, et puis également le fait que le disque d'accrétion est en rotation rapide autour du trou noir. Et donc va créer par un effet Doppler, et enfin le flux apparent. Donc à l'époque, le calcul se fait sur un ordinateur à transistor, à carte perforée de l'Observatoire de Paris, qui me fournit seulement des chiffres et des courbes qu'on appelle des isophotes, qui seraient en fait, imaginez, si vous avez deux angles de vue différents, et ici vous avez des courbes de flux représentant en fait ma plaque photographique virtuelle, et donc j'avais simplement l'intensité du flux apparent. Mais ce que je voulais, moi, évidemment, c'est avoir une image la plus réaliste possible, ressemblant à quelque chose. Et donc cette image, celle qui était publiée donc à la fin, c'est celle-là. Elle a fait un petit peu le tour du monde, publiée. Voilà. Et donc on trouve sur cette image les différentes caractéristiques. L'ombre du trou noir, c'est l'horizon des événements agrandi de ce facteur 2,6. L'image du dessus déformée, du dessus du disque, je vous dis qu'il n'y avait pas de partie cachée, effectivement, vous le voyez là. Bon, ça je passe. Et là, vous allez le voir, ça va
fait important pour la suite. La deuxième structure, là, le petit halo, c'est ce qu'on appelle l'anneau de photons, c'est-à-dire en fait un effet vraiment de mirage gravitationnel qui va concentrer d'autres parties de la lumière dans un anneau brillant. Et ça, c'est l'effet Doppler qui rend une partie du disque d'accrétion qui s'approche de l'observateur beaucoup plus brillante. Et donc cette image-là, ben, j'ai dû la finaliser à la main, c'est-à-dire en plaquant une grande feuille de papier canson transparent sur cette courbe-là pour 10 degrés, et j'ai tracé à la main une densité de points proportionnelle au flux, à peu près 10 000 points sur la plaque. Et après, j'ai pris le négatif du négatif pour avoir le positif. Bien. Cette simulation-là, donc faite en 1978 et publiée en 1979, a été suivie une dizaine d'années plus tard par d'autres simulations de mon collègue Jean-Alain Marc, à une époque où enfin les ordinateurs commencent à s'améliorer et commencent à être équipés de logiciels de visualisation directe. Ils n'ont plus besoin de faire les images à la main. Et donc on peut calculer, enfin tous les calculs étaient prêts, je les avais faits, mais on peut après montrer les différents angles de vue, parce que moi je n'avais fait un dessin que pour un angle de vue de 10 degrés, vu le boulot que ça avait représenté. Et donc là, vous voyez effectivement tout un ensemble de simulations basées exactement sur les mêmes équations, avec des fausses couleurs et puis des angles de vue différents. Alors également, rapidement, quelque chose d'important, c'est que l'image que j'avais calculée est une image dite bolométrique, c'est-à-dire intégrée sur toutes les longueurs d'onde possibles et imaginables. En fait, aucun de nos télescopes n'est bolométrique. Le télescope travaille dans certains domaines de longueur d'onde. Et la première image non bolométrique, le premier calcul numérique non bolométrique, a été fait donc une dizaine d'années plus tard par deux Japonais. Et donc, effectivement, en fonction des longueurs d'onde, on voit des choses très, très différentes. Alors, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. On arrive maintenant au cœur du sujet que vous voulez raconter, c'est-à-dire je vais maintenant déconstruire la reconstruction d'images télescopiques qui a été montrée par l'Event Horizon Telescope. Donc je reviens sur ces deux images et a priori on aurait envie d'interpréter l'image observée, par exemple, de Messier 87 et de la comparer à l'une des simulations numériques que nous avions faites. Et vous voyez qu'il y a eu un accord absolument extraordinaire. On a envie de dire, on a effectivement bel et bien l'ombre du trou noir agrandie d'un facteur 2,6. On a autour le disque d'accrétion, l'anneau de photons à gauche, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas une assez bonne résolution. Et on a l'image primaire du disque. Et ça correspond à un angle de vue d'environ 70 degrés au-dessus du plan orbital. Voilà, on a envie de dire ça, et moi-même j'ai été tenté, lors de mes interviews, effectivement d'interpréter directement cela. Voilà, mais c'est intéressant de gratter un petit peu plus et de réfléchir un petit peu plus. Voilà. Et d'interpréter également, évidemment, ces parties lumineuses comme l'effet Doppler, c'est-à-dire la partie du disque qui se rapproche de l'observateur. Alors maintenant, on va finir avec quelques problèmes qui vont permettre de réinterpréter tout cela. Premièrement, l'image obtenue par l'Event Horizon Telescope, elle est monochromatique, elle n'est pas du tout bolométrique, elle est dans une longueur d'onde très précise, donc je répète 1,3 mm. Et il se trouve qu'à cette longueur d'onde, la luminosité des disques d'accrétion autour des trous noirs massifs est extraordinairement faible, inaccessible à l'Event Horizon Telescope. En revanche, il y a une concentration, la luminosité est plus concentrée dans une seconde structure plus compliquée qu'on appelle donc l'anneau de photons. Alors très brièvement, vous avez en fait ici le trou noir et vous avez des sources de lumière autour. Alors ça peut être un disque d'accrétion ou toute autre forme de source de lumière. La focalisation des rayons lumineux dus au champ gravitationnel du trou noir va, je l'avais déjà donc montré dans mon article de 1979, va concentrer les rayons lumineux dans ce qu'on appelle un anneau de photons. Et là, je vous montre un détail d'une simulation numérique beaucoup plus récente qui a été faite par un de mes collègues de l'Observatoire de Paris, où on voit les détails de cet anneau de photons qui est donc à l'intérieur du bord interne du disque d'accrétion. Donc en fait, ce que l'on voit dans les images télescopiques, ce n'est pas du tout le disque d'accrétion, mais c'est l'anneau de photons. Et c'est corroboré par le fait qu'il se trouve que la taille de ces deux structures, qui est de 52 micro-arcs secondes, ben ça correspond tout à fait à 2,6 fois
la taille de l'horizon des événements pour les deux trous noirs correspondants dont on connaît les masses, donc on connaît les tailles et donc les diamètres apparents. Donc finalement sur la simulation numérique que j'avais montrée, celle de 1979 que vous avez là-haut, la simulation, ce que l'on voit là, c'est pas du tout ce qui est autour, c'est au contraire le petit anneau brillant central, c'est-à-dire c'est l'anneau de photons. Alors pourquoi il n'est pas mince? Eh bien, c'est parce que tout simplement il y a un problème tout de même de finesse et de résolution avec les observations de l'horizon des événements. Donc l'anneau de photons apparaît plutôt comme un anneau épais plutôt que comme un anneau mince. Voilà, première chose. C'est pas évident parce que dans l'essentiel 90% des commentaires qui ont été faits, c'était interprété, ces images étaient interprétées comme un disque d'accrétion avec un effet Doppler. Et moi-même, je dois dire que je l'ai fait dans les premiers jours et les premiers temps avant de me replonger dans le sujet et de lire les articles plus techniques, qui n'étaient pas tous très très clairs d'ailleurs sur le sujet, et de réfléchir sur cette affaire-là. Voilà. Alors, autre problème, la variabilité. La variabilité. Les disques d'accrétion tournent autour avec des fluctuations de luminosité. Ces fluctuations de luminosité, même si on ne va pas les voir directement, puisqu'on ne voit pas l'image des disques d'accrétion, elles vont quand même se traduire également dans l'anneau de photons. Il va traduire de façon très déformée les fluctuations. Et il se trouve qu'en fait, les observations de Messier 87 et de Sagittarius A, elles ont toutes été effectuées, donc je l'ai déjà dit, en avril 2017, mais le problème, c'est que à l'échelle de temps des observations, lors de quelques heures, eh bien, l'émission de lumière autour de Sagittarius A est très variable, c'est-à-dire à peu près toutes les 20 secondes, alors que celle autour de Messier 87 est figée. Pourquoi? C'est une question de masse. Messier 87 est 1500 fois plus massif que Sagittarius A étoile, et donc les échelles temporelles caractéristiques autour sont extrêmement différentes, elles sont beaucoup plus longues. Donc en fait, Messier 87 est un objet suffisamment stable pour le Event télescope, tandis que Sagittarius A était très variable. C'est pour ça qu'il a fallu 5 ans d'analyse des données pour Sagittarius A, contre 2 seulement pour Messier 87, alors que les données avaient été acquises au même moment. Là, je vous montre par exemple, d'ailleurs, rien que pour Messier 87, même si c'était relativement stable, simplement sur les quelques jours d'observation, vous voyez une légère différence. C'est-à-dire que l'image qui a été présentée comme l'image télescopique de Messier 87, c'était déjà une image moyennée, une reconstitution moyennée entre ces différentes vues. Alors pour Sagittarius A, ça a été encore plus compliqué, puisque je vous dis, avec des variabilités de l'ordre de 20 secondes, il a fallu cette fois comparer les images à un ensemble de simulations numériques, des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même le million de simulations numériques pour pouvoir interpréter. L'une des raisons, c'est parce que les données d'observation sont des données de type interférométrique, comme que je l'ai dit, rien à voir avec des photographies, et donc on reconstruit l'image par ce qu'on appelle transformation de Fourier inverse, que les mathématiciens connaissent bien, et il se trouve qu'avec seulement 8 radiotélescopes, la reconstruction n'est pas univoque. Et donc il faut s'appuyer sur un catalogue de simulations numériques de magnéto-hydrodynamique, un MHD ça veut dire magnéto-hydrodynamique, préalable pour pouvoir interpréter les choses. Donc vous voyez la difficulté de la reconstruction d'images. Ensuite, les fameuses taches chaudes que, a priori, on avait envie d'interpréter comme un effet Doppler du disque d'accrétion, il se trouve que ces zones de surbrillance que l'on voit sur les anneaux, elles ne sont pas vraiment significatives, en fait, de fluctuations de luminosité. C'est-à-dire, en fait, leur position dépend de la méthodologie de reconstruction d'image qui est adoptée. Alors, nul doute qu'il y a effectivement des variations de luminosité du disque d'accrétion qui vont se traduire par, de façon très déformée, une variabilité le long de l'anneau de photons, qui, je répète, va produire une image secondaire, tertiaire, quaternaire du disque principal, dont on ne voit pas l'image primaire, mais malgré tout, les positions sont un petit peu arbitraires. Donc là, par exemple, sur Sagittarius A étoile, les points chauds sont des sortes d'artefacts, en fait, même si ce n'est pas vraiment avoué dans les articles techniques publiés par l'équipe. Et enfin, donc, dernière question, évidemment, on a envie de savoir quels sont les angles de vue. Est-ce que ces trous noirs-là, avec leurs disques, on les voit de face ou un petit peu inclinés sur le côté, premièrement, et également ce qu'on appelle le spin. Le spin, c'est le moment angulaire d'un trou noir. Les trous noirs ne sont pas statiques, en
fait, ils sont en rotation sur eux-mêmes, et donc il y a une quantité qu'on appelle le spin, qui varie entre 0 et 1. Le moment angulaire normalisé, 0, c'est le trou noir qui ne tourne pas, et 1, c'est le trou noir qui tourne à la vitesse maximum, et donc on a envie, évidemment, de mesurer ces spins-là. Eh bien, en fait, les angles de vue et les spins des trous noirs n'ont pas été mesurés par les observations de l'Event Horizon Telescope. C'est inaccessible, et ils sont semblerait une fois de plus inférés et supposés à partir de modèles qui sont basés sur des simulations de magnétro-hydrodynamique et comparés. Et ça suggère simplement, ça ne prouve pas, mais ça suggère des angles de vue presque polaires, de l'ordre de 70 degrés, 80 degrés au-dessus du plan de disque, et des spins relativement élevés, c'est-à-dire les trous noirs supermassifs sont effectivement en rotation relativement rapide. Je finirai avec le problème également des trous noirs stellaires dont je parlais au début. Les trous noirs stellaires qui sont connus dans notre galaxie et qui sont observés très indirectement dans ce qu'on appelle les sources cubinaires ont une taille apparente 10 000 fois plus petite, 10 000 fois plus petite, et seront donc à jamais inobservables par l'Event Horizon Telescope. Si vous faites le calcul, 10 000 fois 10 000 km, ça fait 100 millions de kilomètres. Il faudrait une base interférométrique quasiment de la distance Terre-Soleil pour accéder à cette échelle de résolution, ce qui ne sera pas possible. Donc voilà cette déconstruction de la reconstruction d'images. Je conclurai quand même par le fait que c'était quand même un exploit extraordinaire et absolument merveilleux que d'avoir obtenu ces anneaux de lumière, puisque donc dans les deux cas, ces images reconstruites montrent un anneau lumineux dont la taille coïncide avec celle de l'anneau de photons autour d'un objet ultra compact calculé par la théorie et donc correspondant à des objets qui sont des masses égales à celles qui sont mesurées par ailleurs par d'autres techniques, les techniques de la dynamique stellaire, pour deux objets qui ont des masses radicalement différentes, qui diffèrent d'un facteur 1000. Et on a ici une sorte de preuve de l'une des grandes lois de la physique du qu'on appelle le théorème de Calvici. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais qui montre effectivement que la structure de l'espace-temps autour d'un trou noir en équilibre, elle est parfaitement fixée en fonction de deux paramètres, la masse et le moment angulaire. Et donc, quelle que soit l'échelle à laquelle vous allez l'observer, vous observerez le même genre de structure. C'est l'une des raisons pour lesquelles les deux anneaux de photons se ressemblent extraordinairement. Les images que vous avez vues se ressemblent tout à fait, même s'ils sont des angles de vue peut-être différents et des disques d'accrétion de taille radicalement différente et des échelles de variabilité très différentes. Malgré tout, ça se ressemble grâce à ce théorème de Calvici. Voilà. Donc actuellement, je conclus enfin, on est en train de nouvelle campagne d'observation a commencé en mars en étendant légèrement le réseau avec des télescopes étonnants qui sont au Groenland et un nouveau télescope qui est en France. Et dans le futur, on est en train de rêver à des radiotélescopes placés dans l'espace et puis peut-être un radiotélescope sur la Lune qui augmentera la taille du réseau, pas suffisant pour observer un jour des trous noirs stellaires, mais pour augmenter le catalogue des trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre des galaxies. Donc c'est une aventure extraordinaire qui est née à travers ces reconstructions d'images et qui ne fait que commencer. Merci. Merci beaucoup pour cette magnifique conférence avec beaucoup d'enthousiasme. Je voudrais savoir pour le théorème de la calvitie, puisqu'il faut mesurer le moment angulaire, quel type d'informations il faudrait recueillir, puisque visiblement ce n'est pas possible pour l'instant, pour avoir accès à ce moment angulaire, à ce spin, et pour pouvoir vraiment peut-être vérifier ce théorème. Alors il y a d'autres types d'observations qui ne sont pas celles de l'Event Horizon Telescope, qui ont permis de fixer, non pas de façon très précise le spin, mais de donner effectivement des ordres de grandeur, essentiellement. Alors il y a plusieurs phénomènes. Un trou noir avec un spin engendre une métrique d'espace-temps un petit peu différente que ce qu'on appelle la métrique de Churchill, qu'on appelle la métrique de Kerr. Et donc, dans cette nouvelle métrique de Kerr, qui est un petit peu plus compliquée, on peut faire des calculs de trajectoire d'étoiles, ce genre de choses. Et donc, ça va avoir une influence sur la trajectoire. Surtout, c'est à travers les disques d'accrétion. Lorsqu'on a un trou noir statique, le bord interne du disque d'accrétion, ça se traduisait d'ailleurs sur mon image de 1979, ne touche pas l'horizon des événements. Il y a un gap. Lorsque la spin du trou noir augmente, le bord interne se rapproche. Jusqu'à le moment angulaire maximum, le bord interne va toucher le disque d'accrétion. Le fait que ça va se rapprocher de l'horizon des événements va rendre les phénomènes de plus en plus relativistes. Ça veut dire que les fluctuations du bord interne du disque d'accrétion vont être réellement relativistes et vont se faire sur des échelles de temps plus courtes. Et c'est comme cela que dans certaines observations, qui ont d'ailleurs aussi été faites avec les trous noirs stellaires présents dans les systèmes binaires, donc avec des disques d'accrétion autour, on a pu effectivement
évaluer, mesurer ces temps de fluctuation et en déduire que la plupart des trous noirs ont un spin non nul et certains, et beaucoup de trous noirs, ont des spins extrêmement élevés, très proches d'ailleurs de la valeur maximale permise par la théorie de la relativité qui correspond à peu près en fait à une vitesse de rotation au niveau de l'horizon égale à la vitesse de la lumière. Au-dessus de ça, l'horizon d'événement se disloquerait et laisserait à nu l'intérieur du trou noir. Peut-être la singularité nue, si elle existe.